que de l'argent, la politique? Bah oui, il faut en avoir, hein, parce que si t'en as pas, t'es mort. C'est plus de l'argent que des idées? Bah, pour certains partis, j'ai l'impression, oui. Pas pour nous. Et les ouvriers, en majeure partie maintenant, votent pour le RN, parce que le RN est devenu un parti classique. Moi je suis désolé, mais ils sont là, et ils ont peut-être des idées qui puent, bah, moi ils me gênent pas. Oui. Moi, ils me gênent pas. Parce que c'est ça la démocratie. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce tout nouveau format que nous sommes heureux de vous présenter. Je m'appelle Jérôme, je suis avec mon ami Andreas et nous sommes ici aujourd'hui pour interviewer Miguel Lys sur ses domaines personnels, professionnels, politiques. Et je laisse la parole à mon ami Andreas. En effet, aujourd'hui, on va avoir l'occasion de s'entretenir avec Miguel Lys. Tu es relais départemental dans le Maine-et-Loire pour Résistons, le parti politique de Jean Lassalle. Ça peut se comprendre puisque tu es issu du milieu rural, qui est une cause chère aux yeux de Jean Lassalle, on le sait. Tu es né en Charente-Maritime en 1964. Tu as effectué des études d'hôtellerie-restauration et maintenant tu travailles dans le ministère des Armées. C'est ça, c'est complètement ça. Eh bien écoutez, après cette courte présentation, je vous invite maintenant à vous asseoir et on va continuer l'interview. Très bien. Alors maintenant que nous sommes assis, Miguel, on va pouvoir parler plus profondément, j'ai envie de dire, de ta vie personnelle. Donc comme je l'ai évoqué, tu es né en 1964 en Charente-Maritime, où tu as grandi, dans la ville de Grandjean. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette région? Alors Charente-Maritime, c'est deux régions. Une partie l'Aunis, c'est-à-dire le Haut, La Rochelle, Surgères, l'île de Ré, et la Saintonge, Sainte, Saint-Jean-d'Angély, mon petit village de naissance, et jusqu'à Cognac. Voilà. C'est plutôt une région terre et mer, c'est-à-dire que la Charente-Maritime, c'est surtout les huîtres, les produits de la mer. Et à l'intérieur, le vin qui servira à faire du vin de table de base ou du cognac épinot. Ok. Puisque les grosses sociétés de cognac reprennent les raisins aux viticulteurs de la région. Suite à cela, tu as fait des études d'hôtellerie-restauration. Oui, en 1989, je suis rentré à lycée hôtelier technique de Bordeaux, Talence Bordeaux. Et j'ai passé 3 ans là-bas et j'ai eu mes examens. Alors pour la petite anecdote, un an plus tard, un an après mon arrivée, j'ai rencontré un jeune homme qui avait des cheveux sur la tête. Maintenant il n'y en a plus. C'est une star de la télé puisqu'il s'appelle Philippe Etchebest. Enfin ça c'était pour la petite anecdote. D'accord. Voilà. Et donc tu as dû quitter ton département, ton milieu rural pour accéder à tes études supérieures. J'allais en train à Bordeaux, je partais le dimanche soir et je rentrais le vendredi soir. D'accord, c'est intéressant parce qu'on va l'évoquer pour le thème général. D'ailleurs c'est le concept de cette interview, on t'a laissé choisir le lieu et le thème, ce qu'on appelle le thème général. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce lieu? On est en périphérie d'Angers, dans une petite forêt assez calme. C'est cet endroit parce que c'est un endroit où je me ressource. Quand j'ai eu beaucoup de travail dans la semaine, je viens là. Bon, avant je venais encore plus souvent parce qu'il y avait mon chien, petit chien, et puis donc ça lui permettait de m'emballer et puis pas d'être emmerdé par les voitures. Parce que c'est toujours désagréable de faire attention. Voilà. Et puis c'est parce que c'est de la verdure, c'est parce que c'est la nature, puis c'est le calme, c'est reposant. Parce que c'est en période caniculaire, c'est un endroit très intéressant. Sous les arbres, là, ça fait clim. Forcément. On ne va pas apprendre non plus aux gens l'avantage d'avoir beaucoup d'arbres autour de soi. Ça permet D'avoir de l'ombre et de rafraîchir le sol. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et à propos du thème général donc, que tu as choisi, je le rappelle, fracture entre ruraux et urbains. Oui, alors, la fracture a tendance à se refermer, mais elle est toujours présente. La fracture, c'est plein de choses. C'est les déplacements urbains, périurbains et ruraux. C'est très difficile, si tu n'as pas de voiture, de venir en ville. Parce que, comme je l'ai dit aux dernières élections, mis à part un bus qui passe le matin, un bus qui passe le midi, un bus qui rentre le soir, si tu rates ton bus, t'es mort.
Donc tu es obligé de prendre la voiture qui est un motif de pollution, et d'embouteillage à l'entrée de la ville, comme tous les matins, de 8h30 jusqu'à 9h30. Tu viens de le dire, Miguel, tu nous parlais d'élections. En effet, tu as été candidat dans la deuxième circonscription d'Angers aux élections législatives de 2022. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Alors, j'ai le président Lassalle qui m'a appelé au téléphone, parce que mon téléphone traîne un peu partout, et il m'a dit, ça serait bien que tu te présentes sur le Maine-et-Loire. Après un moment de réflexion, j'ai dit oui, j'ai une expérience de plus que je n'avais jamais eu jusqu'à présent. J'avouerai que c'est jouissif, parce qu'on rencontre beaucoup de gens lors décollage, lors du porte-à-porte, lors des marchés, qui nous racontent leurs problèmes, et on se dit, on n'est pas là, on est là si on peut faire quelque chose, on le fera. Malheureusement, les résultats sont arrivés, et pas escomptés, mais bon, on s'y attendait un petit peu. Et vous avez fait plus de 1% quand même, ce qui a permis de rembourser votre campagne. Ça n'a pas permis de rembourser ma campagne. Par contre, non, mais j'ai fait une campagne à minima. Donc, c'est une campagne qui me coûte 2200 €. Et pour éviter que les gens soient... Il faut être cohérent. Donc, pour éviter que les gens soient payés au niveau financier, on fait un chèque au parti. Tu payes l'imprimeur et tu reçois l'édition fiscale, puisque je paye tu reçois 66% de 1200. D'accord. Ce qui fait que tu perds à peu près 500 € ou 560 €. Par rapport à des partis plus importants et plus reconnus dans les médias, est-ce que pour vous c'est pas une forme un peu, je dirais pas d'injustice, mais de, comment dire, peut-être un peu mal parti avec ce financement qui est moindre par rapport à d'autres partis plus importants comme Renaissance ou la France Insoumise ou Oui. des gens comme ça? Oui, c'est toujours un peu frustrant. Mais en fait, c'est la loi. C'est la loi de la République, c'est la loi des élections. L'argent est roi. Et à partir du moment où tu as de l'argent, tu peux tout faire. Voilà. Et, je trouve que c'est bien quand même. On a fait un truc, on est arrivé à un résultat, c'est bien, on aurait pu faire mieux. Mais comme je viens de dire à l'instant, l'argent est roi, et si on avait eu des millions à disposition, on aurait fait un bon pourcentage. C'est ça, ça marche comme ça. La politique, c'est ça. Ça marche comme ça. Que de l'argent, la politique? Oui, il faut en avoir, hein, parce que si tu n'en as pas, t'es mort. Hein. C'est plus de l'argent que des idées? Pour certains partis, j'ai l'impression, oui. Pas pour nous. Nous, c'est l'humain d'abord, mais alors pas dans le sens l'humain d'abord de l'extrême gauche, c'est l'humain d'abord, on pense d'abord aux autres, on rend service à la République. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le parti Résistons de Jean Lassalle précisément? Alors, comme je l'ai indiqué par écrit, j'ai commencé à m'intéresser à lui en 2017 parce qu'en fait, je trouvais que les journalistes se foutaient de sa gueule, si on peut dire ça comme ça. Enfin, c'était le rigolo de service. Voilà. Et je me suis dit, à partir du moment où quelqu'un gêne les journalistes, ça doit être quelqu'un d'intéressant. Et alors donc, j'ai eu l'occasion, par l'intermédiaire d'une camarade journaliste, d'avoir son numéro de téléphone. J'ai envoyé un texto et 3 jours plus tard, il m'a appelé en direct. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Parce que vous avez eu un bon rapport tout de suite avec lui en fait, quoi. Un rapport humain. Tout de suite. Je me suis posé la question plus tard de savoir si j'avais fait ça avec un autre candidat, je sais pas, Macron, est-ce qu'il m'aurait appelé 3 jours après. Ça moi, ce que j'aime chez lui, c'est il va te sortir il va te faire un monologue pendant une demi-heure, mais à l'intérieur, quand tu écoutes bien, c'est que des messages. Des messages beaucoup pour la jeunesse. Je sais qu'il a fait le tour de France en bus pendant l'élection présidentielle. Et j'ai vu les photos qui ne sont pas apparues sur la presse, mais c'était quelque chose d'énorme. Et évidemment, les jeunes, beaucoup ne se sont pas déplacés, mais si c'était déplacé pour voter Jean Lassalle, aux
aux élections présidentielles, il aurait certainement fait à peu près 12-15%. Facile. Ouais. Bon, c'est la vie. Hein. Et justement, par rapport au vote des jeunes, justement, ça me permet de rebondir là-dessus. Cette abstention massive en fait des jeunes, vous pensez que c'est dû à quoi et quelle manière d'y remédier? Parce que ça me rappelle quelle manière d'y remédier. Bah déjà, quelles sont pour vous les causes de l'abstention massive des Parce jeunes? comme le dit un célèbre homme politique qui est mort, mes promesses n'engagent que ceux qui les croient. C'est une espèce de merdose de politique en fait. Les gens ne croient plus en rien. Les gens ne croient plus en rien. Mais est-ce qu'il y a aussi ce volet-là, le fait que les gens ne croient plus forcément à la politique tellement il y a eu des promesses non tenues et même des mensonges parfois de certains hommes et femmes politiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part un désintérêt profond de ce que va devenir la France? Enfin, au-delà du simple système politique. Je ne sais pas trop. Moi, quand j'en parle à mes jeunes collègues au travail, ils me disent oh, tu sais, nous, on est dans nos vies vidéo, donc le reste qui ne nous intéresse pas. Enfin, ils sont dans un monde virtuel. Ouais, c'est ça. Ils sont dans un monde virtuel. Ils passent des jours, des heures et des nuits à jouer. Et tu leur dis quel est le prix d'une baguette? Je sais pas, on n'en achète jamais. C'est tout bête, hein, mais c'est ça. C'est une comparaison avec la politique. Ils vont me dire quelque chose, mais ils ne vont pas tenir leur promesse. Alors pourquoi veux-tu que je me dépasse? La solution, malheureusement, moi, ça serait plutôt de faire les élections en semaine peut-être, et sur le temps de travail. Compter dans le temps de travail. Ça pourrait être sympa, ouais. Les gens, ça leur fait une petite évasion dans la journée. Voilà, tu as 1 heure pour aller voter et tu reviens et c'est pas défalqué de ton temps de travail parce que ta carte, c'est tout bête, hein, mais ta carte où il y a ton pot du bureau de vote. Voilà. Moi je verrais ça comme ça. Après, on peut pas. La France est une grande démocratie et on ne peut pas. Je sais que ça fait grincer des dents quand je dis la France est une grande démocratie, mais quand on a été voir ailleurs dans les autres pays comment ça se passe, on se dit qu'on a quand même de la chance. Quoi. Oui. Et on a encore le droit de dire merde, même au président de la République. Voilà. Et justement par rapport à cette histoire-là du vote en question, est-ce que vous seriez favorable à le rendre obligatoire? Non. Ou... Non, c'est la conscience personnelle des gens. Rendre obligatoire, on prend l'exemple de la Belgique. Ouais. Ils ont une amende s'ils ne vont pas voter. Alors 20 balles l'amende, les mecs ils ne vont pas voter pour 20 balles. Voilà, c'est pas. Non, c'est refaire aimer la politique aux gens. En particulier aux jeunes, en leur disant que nous, notre vie elle est quasiment faite, elle est quasiment finie, mais c'est la leur qui commence. Et je ne sais pas dans quel état on va laisser la France et la planète, mais à mon avis c'est pas joli. Je sais pas. Mais... Et à ce propos, parce que tu parlais pour redonner envie aux jeunes d'aimer la politique, c'est ce que tu disais à peu près. Oui. Es-tu pour l'abaissement du droit de vote à 16 ans et d'élargissement? Oui. Oui, moi, parce que j'estime qu'à 16 ans, il y a des gens qui sont plus matures que des gens qui ont 30 ans ou plus, qui sont capables de prendre leur destin en vie. La seule chose où je ne suis pas pour, alors c'est le vote aux étrangers, je ne suis pas pour. D'accord. Pour quelle raison? Parce que s'il y en a qui sont bien, mon coiffeur ce matin est d'origine maghrébine, mon boulanger est d'origine maghrébine, je les adore. Si certains ont du respect pour la République, une grande majorité ne respectent pas les lois de la République, et ça m'emmerde. Ça veut dire que c'est une porte ouverte à tous les excès. Maintenant, leur donner le droit de vote, ça serait... uniquement au niveau municipal, je trouve que ça serait bien. Ah oui? Oui. D'accord. Et au niveau national... Oui, mais justement, si on leur donne le droit de vote au niveau municipal, le problème c'est qu'au début, ils s'en contenteraient au tout début, mais après ils diraient mais pourquoi on n'a pas le droit de voter au régional et au présidentiel? Oui, c'est ça. Donc, et en fait le problème c'est que cette immigration dont on parle, c'est plus de l'immigration, parce que c'est des Français issus de la communauté musulmane, et ils sont de la religion musulmane, ils sont nés en France, donc obligatoirement ils ont le droit de vote.
ils ont le droit de vote. Et c'est un Puisqu'ils problème? ont une carte d'identité. Non, parce que on sait très bien que Mélenchon, s'il a fait des scores détonnants, c'est grâce à ces gens-là. Dans les quartiers populaires, il a été très réactif. Moi, je le vois quand j'ai été faire la cantinière à Trélazé, sur 20 portes d'ouvertes, 18 c'était Mélenchon. D'accord. Les ouvriers, le mec, on peut le comprendre. Moi, je n'aime pas jeter la pierre sur les. Non, mais bien sûr, mais les différentes catégories. Non, mais c'est pour. d'un point de vue statistique, quoi. Voilà, c'est ça. Et les ouvriers, en majeure partie, maintenant, votent pour le RN, parce que le RN est devenu un parti classique. Moi, je suis désolé, mais ils sont là, et ils ont peut-être des idées qui puent. Moi, ils ne me gênent pas. Oui. Moi, ils ne me gênent pas. Parce que c'est ça, la démocratie. Je voudrais citer la phrase d'un gars que j'ai connu en 2007, à la création du modèle de Villepinte. Et c'est la seule chose qu'il ait bien fait dans la vie. Je lui en veux énormément depuis. C'est François Bayrou. Si nous pensions tous la même chose, alors nous ne penserions plus rien. Je préfère avoir quelqu'un qui pense différemment de moi en face que quelqu'un qui me dise oui, t'as raison. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait avancer le débat. Ouais. Enfin, bon. Oui, c'est ça. En- Tu nous as évoqué la fondation du Modem. Oui. Donc tu étais membre fondateur dans ta région. Alors dans le j'ai commencé département. 2 mois à l'UDF, pardon. C'est un lapsus, ça. C'est pas révélateur. J'ai participé à la dissolution de l'IDF et à la scission parce que les anciens de l'IDF ont après, plus tard, ont créé l'UDI. On sait ce que c'est devenu par la suite. Et à la création du Modem avec le congrès de Villepinte et les bases du congrès de Villepinte. Je suis membre fondateur pour le département de la Charente-Maritime, parce que les membres fondateurs, c'était dans chaque département de France. D'accord, très bien. Et on était associés avec d'autres partis, donc Cap 21, de Corinne Lepage, dont j'ai parlé, je pense que j'en ai parlé un peu plus tôt. Et d'où vient en fait cette idée de quitter un peu le Modem C'est parce qu'en fait, il y a eu les élections régionales dans la foulée, et Ségolène Royal a proposé au patron du Modem de Charente-Maritime 3 vice-présidences, dont une l'éducation supérieure, et c'était ça ou c'était rien du tout. Et donc il a accepté, et à partir de ce moment-là, il y a eu une scission. D'accord. Et la création d'un micro-parti qui s'appelait les centristes humanistes, avec la devise européenne unie dans la diversité. D'accord. Gentil, le patron il était gentil, c'est toujours un de mes copains, mais bon, le type il déléguait pas ses pouvoirs, il faisait tout en idée. Il voulait tout garder sous son contrôle, quoi. C'est un peu le souci. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez trouvé en fait dans Résistons que vous n'avez pas trouvé spécifiquement chez le Modem, en fait? Le fait qu'on puisse échanger en ayant des idées différentes des autres, sans pour autant être catalogué pour être À droite, extrême gauche. Ouais. Ça, c'est vrai que, ça pouvait être le problème, mais en fait, non. Il y a une démocratie interne qui me plaît bien. C'est-à-dire que tu as le droit de parole, tu as le droit de dire ce que tu penses, tu as le droit de proposer des idées innovantes, c'est discuté, tout est discuté. Oui, c'est ça, c'est pas le procès permanent. C'est ça. Parce qu'on a cette impression-là quand même dans les médias actuellement. Je prends l'exemple de la NUPS, mais bon, c'est peut-être pas les seuls. Et bon, on va dire que c'est l'exemple un peu le plus criant. Dès que ça sort, dès que quelqu'un dit quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, choquant, tout de suite ça devient une affaire d'État. C'est ça. C'est-à-dire que C'est de la politique. c'est de la politique, on est d'accord, mais ça C'est prend plus médiatisé que les autres. c'est très médiatisé. Et est-ce que c'est pas un peu en train de pourrir un peu la liberté d'expression et Ouais, c'est parce que moi j'appelle ça des écrans de fumée, franchement. J'appelle ça des écrans de fumée dans le sens où il a fait tomber son stylo, ça y est, c'est une affaire d'État. Enfin, c'est un exemple bête, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Et pendant ce temps-là,
les gros sujets les plus importants, on ne les traite pas, quoi. Je veux dire, on va s'occuper de l'autre parce qu'il a levé la main sur sa femme, il n'y a plus de présomption d'innocence. On parle dans tous les sens, on fait du n'importe quoi. C'est une présomption de culpabilité en fait. Ouais, c'est ça. C'est surtout Ouais, ça. C'est ça, c'est complètement ça. Et bon, voilà, c'est les choses qui ne me plaisent pas. Alors, en fait, c'est cette démocratie à l'intérieur de résistance que j'ai jamais trouvé ailleurs. D'accord. Ailleurs, c'était, tu as posé une idée et on disait assis-toi et tais-toi. Donc Résistons n'est pas un parti comme les autres, c'est ça que tu essayes de dire? Non, complètement. Pas du tout. Complètement. D'accord. Toutes les idées sont bonnes. Le programme, il y avait différents thèmes et le programme a été fait par les militants. D'accord. Et il a été contrôlé, vérifié par. Ils ont un organisme avec des gens qui l'ont remasterisé un petit peu. Et c'est parti pour les élections présidentielles comme ça. Et c'était très très bien. Je pense qu'on peut conclure sur ça pour notre premier chapitre et passer au second qui concernera les questions d'actualité, toujours avec Miguel Lys. Donc on va commencer ce second chapitre de cet entretien qui concerne les questions d'actualité. La première, elle concerne la sortie de l'état d'urgence sanitaire qui a été votée il y a quelques semaines, si ce n'est pas quelques mois. Qu'est-ce qu'on peut en conclure, pardon. Est-ce que cet état d'urgence sanitaire était nécessaire, trop long, trop court? L'état d'urgence était certes nécessaire. Bien sûr, ça a été trop long, mais en fait nécessaire dans le sens où on s'est aperçu que y avait un manque de lits, il y avait un manque de personnel, parce qu'il y a des pandémies quand même qui ont fait beaucoup plus de morts et on n'a pas renfermé les gens chez eux. Enfin, ça moi je pense que la France comme les autres pays, si on a fait ça, c'est parce qu'il y a des incohérences dans notre système, comment dirais-je, au niveau des hôpitaux, le manque de personnel, le manque de matériel, le manque de lits, la fermeture des lits qui existe depuis les années 90. Et qu'est-ce qu'il a apporté par rapport à ce manque de lits et ce manque de personnel, l'état d'urgence sanitaire? Est-ce qu'il a été à la hauteur? Non, il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur. Il a été très mal fait. Pourquoi les soignants, moi-même, je ne comprends pas pourquoi les soignants ne sont pas réintégrés, quoi. Alors, l'urgence, la fin de l'état d'urgence votée à l'Assemblée nationale, il fallait que ça s'arrête au bout d'un moment. Déjà, économiquement parlant, c'est pas très bon pour la santé de la France. Et puis, secondo, l'état d'urgence a été quand même nécessaire dans le sens où il y a des gens qui sont morts quand même, parce qu'ils avaient des comorbidités qui les ont permis, enfin il fallait qu'ils soient suivis par rapport à ça. Et en fait, on s'est aperçu par rapport à cet état d'urgence que, enfin le peuple s'est aperçu parce que nos politiques le savaient déjà par avance, qu'il y avait trop de lits fermés, il n'y avait pas assez de personnel pour s'occuper des malades et il n'y avait pas non plus le matériel nécessaire, les masques, les combinaisons exprès pour rentrer dans les chambres de gens qui étaient covidés. Puis sincèrement, je pense qu'on ne peut pas continuer à faire marcher un pays, avancer un pays en divisant les gens comme ça s'est passé par rapport à la crise de Covid. Il y a une réelle division? Oui. D'accord. Elle est là et elle n'est pas prête de disparaître. Alors maintenant, on va parler d'un autre sujet, malheureusement, qui est d'actualité. Ce sont les incendies. Et là, justement, ça rejoint un petit peu la crise sanitaire. Pendant les incendies, il y a eu environ 200 pompiers professionnels, ainsi que 4800 pompiers volontaires qui n'ont pas été réintégrés car ils étaient non vaccinés. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un moment où il faut faire quelque chose et puis il faut réintégrer ces gens-là. Parce que bon, l'Union
réintégrer tous ces gens qui ne sont pas réintégrés et qui sont quand même des professionnels du feu, au bout d'un moment, il va falloir mettre les choses sur la table et tous ces gens-là vont falloir Oui, parce que là, en plus, il n'y avait pas de risque sanitaire. Les pompiers, bon, bah, ils sont habillés de la tête aux pieds, ils intervenaient dans les flammes à je ne sais pas combien de degrés, c'est vrai que le risque sanitaire est nul en fait. C'est complètement ça, mais bon. Et c'est bien une décision politique. Oui, c'est politique, c'est politique. Et est-ce que leur suspension, donc pour les soignants et les pompiers, surtout dans ce cas-là, était nécessaire et devait être? Si on prend les précautions. Alors que des personnes des soignants ou des pompiers vaccinés et positifs au Covid pouvaient quand même exercer. Oui, ça fait partie des incohérences. Ouais. Ça fait D'accord. partie des incohérences. Mais c'est étonnant parce qu'il y a eu d'autres maladies. J'en prends une, pour exemple, c'est le sida. Et bon, il n'y avait pas de vaccin à l'époque. Et les gens, j'ai connu une époque, moi, où les soignants refusaient de s'occuper de gens qui avaient le VIH parce qu'ils avaient peur que ça leur saute dessus. Alors, on voit que la population, j'ai du mal à comprendre la population. À titre personnel, j'ai du mal à comprendre la population. Les soignants, un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça. Là, en l'occurrence, moi je pense qu'il aurait fallu être plus souple que ça. Mais c'est une décision politique et je vous avouerai que je pense que les ARS de chaque département n'y sont pas pour rien. D'accord. Toujours dans le thème de l'environnement, j'ai envie de dire, ces incendies sont causés aussi en partie par une sécheresse, sécheresse qui crée des pénuries d'eau, on peut dire, dans certaines communes. À Angers, juste il y a quelques semaines, l'arrosage automatique du tramway était encore exercé. Pour y passer régulièrement, un témoignage personnel, quand on voit qu'il y a environ 25% de l'eau qui part sur les routes, est-ce que cette mesure d'arrêt n'aurait pas dû être prise plus tôt? Largement. Moi, ça fait 2 mois que sur les réseaux sociaux, non, c'est pas sur, c'est sur Facebook, j'ai lancé un truc, et on m'a répondu que pour le prestige, parce que j'avais dit aussi, j'avais parlé du tram, et j'avais parlé des stations qui continuent d'être arrosées. Oui. Et le type m'a répondu, je pourrais le retrouver, il m'a répondu, mais le SCO et le tram, c'est le prestige d'Angers. D'accord. Alors je lui ai demandé est-ce que vous pouvez développer, et j'attends toujours sa réponse. Alors bon, il y a un moment ou un autre, si on veut être cohérent, faut suivre, dire bah, stop, on arrête. Alors, j'ai mis quelques doutes au niveau du tram, parce que j'ai entendu dire que c'était de l'eau recyclée. J'aimerais savoir ce qu'ils entendent par eau recyclée. Oui. Parce Moi que aussi. bon, voilà. Alors, le problème d'eau en France, moi je connais un endroit qui s'appelle La Rochelle, parce que c'est mon département, et là-bas, la moitié de la population a de l'eau au robinet qui vient de l'eau. Pourquoi ça ne serait pas, puisque les eaux de mer montent, désalinisées, C'est compliqué, tous les pays bien sûr en France, ça a pris longtemps pour l'eau potable, que ce soit même dans les douches, certains le reprochent. il y a tout à refaire au niveau de l'eau, si vous parlez de ce principe-là. Est-ce que c'est normal que l'on fasse ses besoins dans le propre? Oui, c'est vrai. Il y a tout un tas de choses qu'on pourrait faire, Il mais paraîtrait que maintenant, lorsqu'on construit une maison, il est impératif d'avoir une cuve enterrée qui récupère les eaux pluviales et qui sont branchées sur les toilettes. Ou sur j'aimerais en savoir le coût déjà, parce que quand on construit une maison, ça a déjà un coût. Alors s'il y a ça en plus, c'est le coût. Il y a des normes environnementales, c'est un coût, et plus. Là, risque d'être salé. Mais bon, je suis pas obtus, il faut voir ce que l'on propose. Il faut voir si c'est intéressant à long terme, à moyen terme et à long terme. Et alors c'est quoi le bon compromis entre coût et environnement? Et entre prestige, pour reprendre
reprends l'expression. Ouais. Bah, Parce que le prestige, vraiment, entre en ligne de compte, quoi. Vraiment, quand il y a une urgence. voilà, c'est ça. C'est savoir ce qu'on met, en premier. Ça me rappelle une célèbre phrase de Chirac, ça. Laquelle? Notre terre brûle et on regarde ailleurs. D'accord. Bien placé. Ah bah oui. Je me sens de plus en plus à l'aise. Super. Bah écoute, ouais. On va continuer. Ouais. C'était la maison brûle, pardon. La maison brûle et nous regardons ailleurs. Donc là, en fait, on enchaîne sur on quitte un peu le milieu de l'écologie. On enchaîne sur un autre fait d'actualité assez grave, celui-ci, qui ne concerne pas directement la France dans notre territoire à nous, mais le monde en général. C'est la guerre en Ukraine. Et l'implication française et européenne, qu'est-ce que vous pensez de notre niveau d'implication et grosso modo des différentes conséquences que ça peut avoir sur l'Europe, sur la France? Il y a des zones d'ombre et je pense que, je parle au niveau résistant là, nous pensons qu'il y a énormément de zones d'ombre. Déjà, il y a des choses qui sont déplaisantes là-bas. Ils ont un sport national. En Ukraine, vous connaissez le sport national en Ukraine? C'est la corruption. Ah oui, Voilà. c'est l'un des pays les plus corrompus d'Europe. C'est ça. Et en plus, il y a d'autres choses aussi, c'est qu'il y a des Français qui regardent leurs chaussures en ce moment. Françaises, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et il y a des maternités qui sont spécialisées dans la PMA. Oui. C'est le pays, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le pays d'Europe où la PMA est la plus présente en fait. C'est ça. C'est carrément des usines à bébés quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. D'accord. Alors ça, il faut le savoir déjà. Bon, outre le fait que je n'apprécie pas qu'on envahisse un pays, même si je ne connais pas la géopolitique, mais depuis 2011, ça n'arrête pas quoi. Oui. Ça n'arrête pas. On empoisonne des gens aussi. C'est le sport national en Russie, ça. Ils périssent de jour en jour. Polonium 138. Ouais, c'est ça. Et en France, ce serait quoi le sport national? Est-ce que tu as une idée? Bon, j'ai pas d'idée là-dessus, non, franchement. Je me dis, on est toujours. Le français, c'est un vieux gueulard. Mais quelque part, on s'aperçoit qu'on n'est pas si mal quand même. Mais bon, faut qu'on gueule, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour qu'on gueule, quoi. Oui, qui nous pousse un peu dans nos retranchements. Voilà, c'est D'accord. ça, c'est ça. Donc ça vient pas de nulle part. Non, ça ne vient pas de nulle part. D'ailleurs, les mentalités changent parce qu'on sent que les gens changent, deviennent plus violents, verbalement, physiquement. On le voit en voiture. Tu doubles quelqu'un, tu le klaxonnes, le mec il pile devant toi. Ça, c'est des choses qui ne se voyaient pas. Ça, c'est peut-être dû à l'individualisme de notre société, quoi. Alors, moi, je pensais qu'avec la crise Covid, ça allait ressouder, et je m'aperçois que c'est l'effet contraire. Mais est-ce qu'il n'y a pas, après on va revenir à la guerre en Ukraine, mais est-ce qu'il n'y a pas, ça me permet c'est important de rebondir là-dessus, je trouve, est-ce qu'il n'y a pas dans notre société justement où on n'a plus le service militaire obligatoire, où finalement on a accès aux loisirs, je pense à Netflix, à Internet en général, au sport en général. Est-ce que, voilà, c'est ça, et est-ce que maintenant on n'est pas entre guillemets pourri gâté et que justement on n'a plus conscience des valeurs C'est ça, mais il y a des choses qui ont disparu en l'espace de 40 ans. On le voit par rapport à l'école. À l'école, quand on rentrait le matin, on était debout, on attendait que l'instituteur nous dise de nous asseoir. Moi, ça a été mon cas. Il y avait de l'instruction civique avant de rentrer, sur ne pas cracher par terre, ne pas mettre une CD dans sa bouche, des trucs comme ça. Et déjà, on avait une base. La deuxième base, c'était l'armée, les 3 jours et les 1 an d'armée. Je trouvais que c'était très bien parce que moi, je l'ai faite et je me suis aperçu qu'on était un groupe de 25. Sur 25, il y en a 4 qui avaient le même âge que moi, une vingtaine d'années, qui pleuraient leur mère parce que c'est la première fois qu'ils sortaient des jupons de leur mère. Et il y en a d'autres qui dormaient tout habillés parce qu'ils n'ont pas été habitués comme ça et qui ne se lavaient pas.
D'accord. Voilà. Et puis des analphabètes, il y en a encore plein. Moins qu'avant? Hein? Moins qu'avant? Ah non. Non? Plus? Non, presque autant. La langue française est massacrée. Là. Ils parlent, mais ils parlent. Moi, c'est ce que j'appelle le langage texto. Quoi. Ça, c'est dit A, et ben eux, c'est SA et SA. Ça va plus vite. Enfin, c'est réduit, il n'y a plus rien. Malgré les correcteurs automatiques. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Ce qui est étonnant. Non, mais il n'y a plus de base. Il n'y a plus de base, il n'y a plus rien. On ne peut pas continuer. Moi, je pense que à l'école primaire, chaque carré propriétaire des valeurs de la République. D'accord. Liberté, égalité, fraternité. Alors pour en revenir, on va revenir quand même à la guerre en Ukraine, et notamment, on sait que la France envoie des armes, des vivres, et donc du coup, même si notamment les politiques disent le contraire, ça fait de nous des co-belligérants en fait dans le conflit. C'est ça. Et du coup, que penser en fait justement de cette situation-là? Est-ce qu'on a raison d'intervenir? Est-ce qu'on a raison On intervient à notre niveau, c'est-à-dire en vendant des armes, parce que la France sans vendre des armes, c'est plus la France. Quoi. C'est-à-dire, dans tous les conflits, même si la France est omniprésente, c'est que pour vendre des armes. Moi, j'ai pas la solution. J'ai pas la solution à ça. Je ne l'ai pas demandé au président Lassalle. J'ai pas la solution dans le sens où c'est mon côté être humain. Est-ce qu'on doit laisser un peuple mourir en face? Oui. C'est une question, je sais pas si on peut appeler ça existentielle, mais je sais pas. Il faudrait plutôt faire la guerre politique que la guerre civile? Ouais, puis je suis pas Enfin, sûr. civil, Je suis pas sûr que j'ai vu une émission hier. Ils vivent très très bien en ce moment. Ils ont des produits français. Ils vont ailleurs. Et les voitures françaises, c'est des pièces chinoises. Ouais. Donc oui, de toute façon, tous les pays sont un peu... Les embargos, ça marche pas. Le seul embargo qui pourrait le gêner, c'est de bloquer tous ses fonds à lui. Les milliards d'euros, les milliards de dollars qu'il a à droite à gauche, en particulier la maison à Biarritz. Ouais. Tout ça. D'accord. Mais Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que c'est pas la guerre Russie contre Ukraine. Moi, c'est mon niveau, c'est ce que je pense. C'est Poutine contre Zelensky. Voilà. Ouais. Oui, c'est ce que je disais, c'est ça que je veux dire par... sachant qu'il y a une bonne guerre. partie du... Excuse-moi, vas-y. Parce que les Russes Non. sont des gens très très bien. Voilà. Et qu'ils ne demandent pas ça, ils veulent vivre comme tout le monde. La jeunesse veut vivre comme tout le monde, avec des smartphones, sortir, jouer aux jeux vidéo, aller bouffer au McDo, enfin faire plein de trucs. Parce que c'est la base, c'est la jeunesse. Quoi, je veux dire. Il ne faut pas acculer la jeunesse en disant t'es russe, donc obligatoirement t'es une mauvaise personne. C'est pas ça. D'accord. Comme tous les sportifs, sous prétexte qu'ils étaient russes, ont été refusés de compétition. Ce qui Non, il ne faut est- pas tout mélanger. Je sais qu'en 1936, pour les Jeux Olympiques, Adolf Hitler avait refusé de serrer la main aux Noirs américains. Ouais. Mais bon, lui c'était un abruti. Ouais. Un abruti qui a réussi à mettre toute une population derrière lui. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi il faut faire attention. D'accord. Mais voilà, moi je pense que c'est pas la guerre Russie-Ukraine, c'est la guerre Poutine-Zelensky. Ça, d'autant plus qu'il y a, on va dire, la moitié de l'Ukraine qui est russophone et qui parle russe, qui est de nationalité, qui est de culture russe en fait. Quand on regarde dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Ouais. Ils se sont pris, ils se sont donnés, ils se sont pris. Ils la reprendront, la Crimée, enfin tout ce qu'ils ont perdu, ils la reprendront. Mais- Le seul truc qui reste à craindre, c'est là, actuellement on l'appelle la Russie, on sait très bien pourquoi, mais la fédération, l'URSS, telle qu'on l'a connue avant, il y a des pays comme la Pologne qui faisaient partie de cette fédération, et la Tchéquie, la Slovaquie, enfin voilà. Et eux, c'est sûr que leur intérêt c'est plutôt de se retourner vers l'Europe. Ouais. Et voilà. Oui, en fait, la Russie en fait que veut Poutine, il veut recréer en fait un glacis de protection autour de la Russie, c'est-à-dire les anciens satellites, les anciens pays soviétiques. Grosso modo, il aimerait bien les récupérer pour se faire une barrière de protection. Alors on en vient quand même à une chose très importante.
D'ailleurs, je suis un petit peu étonné. Peut-être que vous allez me poser la question, mais je vais défoncer. C'est l'OTAN. Il faut sortir de l'OTAN. D'accord. Il faut faire une armée européenne. Alors ça, tel que c'est parti, c'est pas de mal à veille, parce que personne ne va investir dedans. Et nous, si notre armée française n'est pas capable, c'est parce que uniquement on a le nucléaire. On a l'arme nucléaire. Et l'arme nucléaire, ça coûte un bras, mais alors 2 bras même avec les gens. Alors que les autres pays comme l'Allemagne, qui sont en train de monter en puissance au niveau militaire, alors, on ne le sait pas, mais moi je vous le dis, on devrait donc, in fine, faire une armée européenne qui gère notre continent. Parce que c'est ce qui blesse Poutine. Poutine, il faut le prendre par les centimes. Il faut faire attention, parce que quand il serre la main, il peut te faire plein de choses. Mais ce qui ne lui plaît pas, c'est que si Zelensky arrive à avoir l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y a une base obligatoirement des États-Unis qui vont venir s'installer en Ukraine. Et c'est ce qu'il ne veut pas, Poutine. Je pense qu'on a fait le tour au sujet de la guerre en Ukraine. Ouais, On peut peut-être passer par rapport à la 5e question qui concerne un événement plus local, le triple meurtre qui a eu lieu à Angers au mois de juillet sur l'esplanade Cœur de Maine. Donc 3 jeunes sont décédés, ils avaient moins de 22 ans les 3 si je ne me trompe pas. 18, 20 et 22 ans. D'accord. Est-ce que c'est un... 18, 20 et 16 ans, pardon. C'est un signe de ce qu'on appelle l'insécurité? Non. Non. C'est la sécurité qui est le troisième point plus important aux yeux des Français. Oui. Déjà la question ça va être que penser de ça? Pourquoi? Tout simplement. Oui, par rapport au triple meurtre. Exactement. Moi je pense pas que ce soit. Je pense que c'est un cas individuel. Un cas isolé. Marginal, oui. Parce que le mec, déjà, il n'aurait jamais dû être dans un foyer comme ça. Il avait déjà eu des problèmes à Saumur. À Saumur, il s'est fait virer de la ville à cause de ça. Pour conduite en état d'ébriété, agression sur la voie publique et tout ça. Déjà, moi, un mec comme ça, alors on ne peut pas accuser les forces de police de ne pas faire leur boulot, parce que quand elles arrêtent un mec, on l'envoie au tribunal et 2 jours plus tard, il est dehors. C'est un problème de justice-police. Et un type comme ça, il n'a pas le droit d'être... voilà, il faut le renvoyer à ses risques et périls, quoi, je veux dire. Il ne peut pas s'adapter ici, on le renvoie chez lui, même si c'est un réfugié politique. Il sait très bien qu'à l'issue de son retour, ce que ça va être. Il va être pendu, on va l'égorger, voilà. Mais bon, je pense que... Non. Oh, c'est quand même pas Marseille, Angers. D'accord. Oui, vous pensez voilà, que c'est vraiment un cas isolé et que ça n'a pas forcément de rapport avec, Par rapport à Angers. avec les rodéos, les attaques islamistes ou ce qu'on appelle le grand remplacement, entre guillemets, même si je mettrais des gros guillemets. Parce Oui, que, oui, voilà. le grand remplacement. Mais Oui. Je sais pas trop quoi en dire parce que moi je suis profondément humaniste, donc j'aime les gens. Alors il y en a certains que j'aime pas, mais ça me rappelle une phrase d'une personne. Si tu veux que ton enfant réussisse dans la vie, il faut faire l'éducation de sa mère 20 ans avant sa vie de femme. Alors ça doit être à peu près ça, et c'est une Algérienne qui a sorti ça. En gros, si les gamins réagissent comme ça, parce que les 3/4 sont mineurs, ils connaissent plus leurs droits que leurs devoirs, c'est que les parents les éduquent. Alors la solution, ce serait, tu touches les allocations. Alors ça fait très extrémiste ce que je vais dire. Ça, c'est plus moi, c'est pas résistant. Mais à partir du moment où le gamin il est mineur, donc ses parents touchent les allocations familiales, alors y compris les allocations familiales. Voilà. Alors pour un certain laps de temps, parce qu'on ne peut pas non plus, c'est la France, hein, mais je pense que c'est la meilleure des solutions parce que ils ont quand même les moyens de s'acheter des petites motos non homologuées, même des grosses motos non homologuées. Alors c'est pas où ils trouvent la thune. Je pense pas que ce soit dans le deal quand même, quoique ça rapporte pas mal. Mais voilà, c'est un sujet particulier. ça serait de taper au porte-monnaie finalement. Il n'y a que ça qui... Et donc ça n'a pas en contradiction, tu disais qu'une bonne école ce serait, entre guillemets,
Une bonne école, ce serait celle qui inculque les valeurs liberté, égalité, fraternité. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas contradictoire de dire Mais non, parce qu'à partir du moment où on tu sucre les allocs au moment où tu es à l'école primaire Oui. et qu'on te dit bah, la France c'est ça, la France c'est un pays laïque. D'accord. La France, tu as le droit d'avoir ta sexualité, tu as le droit d'avoir, mais tu l'as fait chez toi, tu l'as fait pas sur la voie publique, tu as le droit d'avoir, comment dirais-je, ta religion, mais tu la pratiques pas et tu n'as pas des signes religieux sur toi, ostentatoire dans la rue. Tu la pratiques chez toi, tu rentres chez toi, tu mets ta burqa ou tu mets ta croix, ou tu pries Dieu ou tu pries, tu commandes une sourate ou un truc comme ça, tu le fais chez toi. Ok. Voilà. La seule chose où c'est pas dérangeant, c'est que si tu as des signes politiques, entre guillemets, c'est évident que dans la rue, c'est pas gênant. Que ce soit politique ou que ce soit syndical, ça ne dérange personne, parce que ça fait partie de la démocratie. Il faut un pouvoir et un contre-pouvoir. Après la guerre en Ukraine, pour des raisons notamment énergétiques, la France s'est rapprochée des pays arabes, en fait, des pays d'Arabie Saoudite. Et Emmanuel Macron a notamment reçu à l'Elysée Mohamed Ben Salman, et qui est accusé en fait d'avoir fait assassiner un journaliste, notamment l'avoir fait découper en morceaux, il me semble. Et qui est l'un des protagonistes aussi de la guerre au Yémen. Or, Mohamed Ben Salman a été reçu en grande pompe à l'Elysée, alors qu'on reproche justement avec à les honneurs Poutine, de la République. avec les honneurs de la République, alors qu'on est en train de jeter aux gémonies que Poutine. Je serais tenté de dire, je serais tenté de dire que sous le mandat de Sarkozy, Il y a eu Bachar al-Assad, il y a eu Bachar el-Assad, il y a eu l'autre aussi. Kadhafi. Voilà. Muammar Et Kadhafi. donc peut-être qu'avec un peu de chance, il terminera comme eux. Mais mais ma question en fait, un des deux. c'est que penser du deux poids deux mesures permanent qu'il y a au niveau politique, quoi. La politique internationale, c'est quelque chose de très particulier. Et de temps en temps, c'est ce qu'on appelle baisser son froc. Il y a l'intérêt général qui est là. Parce que le souci, c'est qu'il n'y a pas que le volet politique dans ça, en fait, c'est qu'il y a aussi le volet médiatique, c'est-à-dire que les médias principaux, je parle des grandes chaînes de télé, n'ont pas été très virulentes sur le fait que Mohamed Ben Salman soit invité à l'Élysée, quoi. C'est un peu normal. D'ailleurs, quand on voit un petit peu partout Jean Lassalle, il en veut terriblement aux grands groupes de presse. Oui. Parce que c'est des milliardaires. Oui. Les milliardaires sont plus proches de l'État que du reste du monde. Et d'ailleurs, Et quand tu es journaliste chez eux, tu n'as pas le droit de tout dire. Ouais. Contrairement à ici. Voilà. T'as pas le droit de tout dire. Et c'est pour ça que les milieux indépendants, les journalistes indépendants, il faut qu'ils perdurent, il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils s'unissent, et il faut qu'ils voient que. ouais. Et les petits partis, d'ailleurs, pendant les élections présidentielles, Ah oui, complètement. n'ont pas eu autant de temps La d'image. couverture médiatique a été hyper mal faite. Moi, j'ai fait en tout et pour tout, ne serait-ce qu'au niveau de la députation, j'ai fait 2 interviews. D'accord. Oui, c'est vraiment rien, quoi, par rapport à certains. Bon, c'était Ouest France, voilà, tac, 10 lignes, une fois, 20 lignes la deuxième fois. Donc pour ce troisième chapitre, on va développer le thème général que tu as choisi qui est la fracture entre urbains, périurbains et ruraux. C'est des termes qu'on entend beaucoup quand on s'intéresse à Jean Lassalle et à son parti Résistons. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu trouves à ce sujet, pourquoi tu l'as choisi aujourd'hui? Eh bien, si j'ai choisi ce sujet, c'est pour expliquer, il y a trop de distanciation entre le monde de la ville et le monde de la campagne et le monde de ce qui entoure la ville. Ne serait-ce qu'au niveau, au niveau des transports, au niveau des déserts médicaux, au niveau des écoles qui ferment à tour de bras. Alors c'est un ensemble de choses parce qu'en fait, maintenant quand tu habites à la campagne, quand tu as tous ces services à proximité, tu es obligé de prendre ta voiture,
tu es obligé d'avoir des horaires aménagés si tu travailles pour amener tes enfants à tel endroit pour faire du sport, à tel endroit pour aller à l'école, etc., etc. Et ça, il faut absolument faire de sorte à ce que la ruralité, les petits villages de la ruralité soient autonomes, c'est-à-dire avec la création de pôles de santé, où on trouve, même si les spécialistes ne sont pas là tous les jours, mais avec des jours par exemple le vendredi il y a le dentiste, le mardi il y a le kinésithérapeute, et puis 3 jours dans la semaine il y a le médecin généraliste, et on fait des trucs comme ça, ce qui fait que les gens ils ont un petit service à proximité et tout ça. Ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est de réouvrir les petites épiceries avec des relais postes, parce que la poste a fermé toutes ces relais dans toutes les communes avoisinantes. Maintenant c'est que des relais postes. Il peut y avoir aussi des relais impôts, centre d'impôts, et faire un ensemble de choses qui seraient tout ça serait relié avec des mairies. Maintenant c'est des mairies déléguées, mais bon c'est pas très important. Et donc par rapport à ça, il y a un lien qui se crée, on vient boire un café, on a un problème avec une administration, on a besoin de quelqu'un qui nous fasse une lettre, et là il y a un lien social qui se crée, et surtout au niveau des gens âgés, quoi. C'est ça le plus important. Si on revient par rapport à la jeunesse, il est très très difficile d'habiter dans la ruralité quand on n'a pas de permis de conduire, pas de voiture, parce que pour se déplacer, pour chercher du travail, il faut absolument un moyen de locomotion. Alors les trains pas possible, des bus pas aux horaires adaptés, donc il y a une espèce de... Les jeunes partent à la ville pour travailler, pour être sur place, pour éviter d'avoir trop de frais, et puis pour vivre une vie de jeune, quoi. Une vie qu'on n'a pas à la campagne. Bien souvent après quand ils sont mariés, ils retournent à la campagne, mais là ils ont une voiture et après ils vont travailler en ville. Voilà. Les animations aussi, le côté culturel, il n'y a plus de culture. Il faut attendre, il faut faire des kilomètres, pour aller voir un concert. Moi je suis pour délocaliser plein de choses, des théâtres éphémères. Voilà, on fait des théâtres éphémères dans des communes ou un truc tout bête en plein été, faire des cinémas de plein air. D'accord. Ce qui est fait à Angers, mais au centre-ville en ce moment d'ailleurs. Ouais, c'est Angers. Okay. Alors, tu t'as souligné... Ça se fait de plus en plus en France, mais ouais, ça a du mal quand même à revenir, les cinémas de plein air. Tu as souligné donc, dans ton explication du choix de sujet, beaucoup les jeunes, la jeunesse, et les déplacements. On verra donc à travers ce que j'ai noté que les déplacements c'est un problème qui touche finalement, qui touche à tout, que ce soit l'éducation ou la santé. Donc pour la jeunesse, je suis tombé sur un article de l'INSEE qui parlait du centre Val-de-Loire, qui est une région plus ou moins rurale, je dirais modérée, parce qu'il y a des départements qui comptent 66% de ruraux, mais il y en a aussi qui n'en comptent que 37%. Et on sait que dans cette région, 46%, donc près d'un sur deux, des jeunes de 3 à 24 ans vivent en milieu rural. Et on note beaucoup d'inégalités, de difficultés. On revient encore une fois sur le transport. On sait que les enfants de 3 à 10 ans, donc à l'école maternelle et primaire, parmi eux, un tiers n'ont pas d'école dans leur commune. Et ça s'accentue quand on voit le nombre d'écoles qui sont fermées en ce moment. Je crois que c'est 6000 depuis 15 ans. Dans notre département, on est à 12 qui ont fermé, surtout en ruralité, et qui ont rouvert 12 également, mais plutôt dans l'urbain. Est-ce que c'est voulu de fermer, de vraiment, j'ai envie de dire, détruire la ruralité au niveau de l'éducation? Pourtant on a de plus en plus du ruraux. Hein. Les gens qui prennent ces décisions, je pense qu'elles voient le côté économique. D'accord. Voilà. Simplement. Tout simplement. Même si on a plus de ruraux, on a des ruraux. Moi, c'est un petit peu la mode, la campagne, l'appartement, la maison de vacances en campagne. Ça le sera encore plus si on avait dans les années à venir une autre pandémie, puisque la pandémie a découvert le travail par ordinateur. Donc les gens vont habiter à la campagne, ils ont un cadre de vie
ils peuvent sortir dans leur jardin, ils ne sont pas renfermés dans 20 mètres carrés. Dans le télétravail, voilà, c'est ça. Donc, Le transport n'est plus nécessaire pour tout le monde. non, Mais pour la ouais, question mais de l'éducation, ça reste quand même très grave parce qu'on le note transport aussi. n'est pas nécessaire pour tout le monde, mais le fait de le télétravail a son pour et son contre. Ça s'appelle aussi désocialiser les gens. Oui, Parce que quand tu restes chez toi et puis que tu travailles, tu sors pas, tu rentres pas parce que tu es chez toi, tu fais ta bouffe, le soir tu vois plus personne. c'est un danger le télétravail. Oui. Moi, à long terme, oui. Tu as été soumis au télétravail Non, mais j'ai connu plein de gens qui ont arrêté parce que ça leur montait la tête. D'accord. Alors au début, tu te lèves, alors c'était l'exemple, hein. Au début tu te lèves, tu t'habilles, et après tu restes en pyjama, tu te rasses plus, et puis au bout, ah mince, on est vendredi, j'ai rien fait de la semaine. Voilà. Alors, ça monte à la tête, et puis voilà. Donc c'est un danger pour, non, mais il faut que pour ce les relations Le sociales. Le télétravail doit être fractionné. Oui. C'est-à-dire, Mais finalement, de ce que tu dis, c'est un danger pour les relations sociales. Oui. Et tu parlais aussi des services de proximité qui disparaissent. Oui. Tu soumettais tes idées par rapport au C'est ça. relais poste, C'est ça. aux anciens bistrots. Oui. Donc ça va ensemble finalement. Oui, ça va ensemble. Les relations sociales diminuent partout, tout le temps. Ah oui. Il m'est arrivé pendant la campagne d'aller dans des communes où en pleine journée, tout était fermé. D'accord. Tout était fermé. J'ai cru que c'était des communes où il n'y avait plus de vie. On n'entendait même pas la poule ou le coq chanter. C'était mort. C'était mort. Dans la deuxième Une circonscription. campagne, ça doit vivre. Ah là, on doit entendre la vache, on doit entendre le chant, le clocher, des choses naturelles, quoi. Mais pas les klaxons. Bon, si on peut éviter, oui, c'est sûr. Et donc remettre... parce que c'est quand même un compromis, encore une fois, assez difficile. Parce qu'on voudrait... je reviens sur les transports. Faire en sorte que les ruralités soient égales pour se déplacer. C'est Mais ça. en attendant, est-ce qu'il ne faut pas conserver le charme de la campagne? Mais le charme de la campagne, ça peut passer par des mobilités douces pour se déplacer. C'est-à-dire, comme je l'indiquais auparavant, il y a à peu près 25 heures, non, je plaisante. Quand on débutait l'interview. Quand on a débuté l'interview, c'est utiliser les lignes désaffectées. J'ai un super article là-dessus, c'est en train de se faire à Saint-Pierre-des-Corps. C'est des espèces de petites rames d'un wagon qui se déplacent sans chauffeur, tout automatisé, et qui marchent à l'énergie solaire. D'accord. Et elles sont chargées dans les gares, et elles peuvent prendre des voitures dessus, elles peuvent faire du ferroutage, mais façon voiture. D'accord. Et il faut aussi, par la même occasion, quand on parle d'écologie, le ferroutage, il faut utiliser le ferroutage un maximum pour les camions, parce que le matin, quand tu viens, c'est blindé de monde. Partout, il y a des camions partout, et moi, j'avoue, je ne suis pas très à l'aise avec les camions sur la route. D'accord. Ok. Tu as aussi évoqué la santé. Oui. Près d'un rural français sur deux éprouverait des difficultés C'est ça. d'accès à un médecin. Ça s'explique comment? Est-ce que c'est les médecins qui désertent les campagnes Ah non, mais après, ça, c'est un problème de numerus clausus, hein. Et puis bon, les médecins, ils choisissent la simplicité, c'est-à-dire on va dans un quartier et on est sûr que on va avoir un impact sur le quartier, on n'a pas besoin de bouger de chez soi. Un médecin rural, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille voir la personne âgée avec sa voiture, il y a un coût de carburant, il y a un coût de ci, il y a un coût de ça. Ça se comprend. Ça donne pas envie, quoi. Non, ça donne pas Et envie. comment de redonner envie aux médecins de s'installer en campagne? Des maisons médicales. Moi, je pense que des maisons médicales avec des permanences. D'accord. Les permanences et des urgences, parce que il y a des urgences aussi. On ferme des services d'urgence dans certains endroits, où il y avait des hôpitaux. Maintenant, c'est devenu plus des maisons de retraite que des hôpitaux. Dans le programme de Jean Lassalle, c'était un hôpital à 40 km. Oui, c'est ça. Je l'avais lu. Voilà. D'accord. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que tu as le temps de mourir 10 fois, quoi. Il n'y a pas d'hélico qui va venir atterrir dans ton jardin pour te chercher. Et les maternités, il y a de plus en plus de difficultés. Quelles sont les maternités qu'il y a actuellement? La clinique de l'Anjou, le CHU, Cholet, Saumur, il va y avoir un autre, c'est tout. C'est tout. Donc on peut mourir d'une maternité aussi. Oui. Si on n'a pas les services de proximité,
c'est un vaste. Il y a vraiment un problème d'infrastructure. Ah oui, non, mais non, mais et puis c'est un chantier, titanesque. Je sais pas, c'est un chantier titanesque. Il y a tellement de choses à revoir, il y a tout à revoir. Je me demande comment ça se fait qu'on a passé à côté de choses plus qu'importantes. Elles ont été abandonnées les campagnes? Oui, bah oui. Depuis quand? Ça date des années 80, ça. L'exode rural, l'exode rural, c'était ça, quoi. Tout le monde veut habiter la ville, il fallait qu'on fasse des constructions. Alors, C'est ça. ce qui se passe actuellement, on le voit sur Angers, les loyers augmentent. Pourquoi les loyers augmentent? Parce qu'il y a des étudiants qu'il faut loger, parce qu'il y a des personnes âgées, et ça a un rapport avec ce qu'on discute là. Des personnes âgées qui habitent à la campagne. Comme les spécialistes habitent à la ville, ils vendent leur maison là-bas. Ouais. Ils viennent prendre des locations ici. Il y a l'effet de l'offre et de la demande. Oui, c'est ça. Voilà. Qui fait que les loyers explosent ici. On ne peut pas leur en vouloir aux gens. Ils viennent ici parce qu'ils ont les supermarchés, ils ont toutes les commodités à proximité. D'accord, très bien. À part si tu as quelque chose à rajouter, je pense Non, mais c'est bien, qu'on a bien développé le Ça thème me général. paraît bien. En fait, j'ai quelques photos en ma possession et je vais vous donner ces photos et vous allez me dire ce qu'elles représentent pour vous. Ok. C'est la photo du drapeau européen et je voudrais savoir ce que représente l'Union européenne en fait pour vous et ce que représente ce drapeau. Alors, il n'est pas bon le drapeau déjà. C'est bon. Non, il y a 2 étoiles dessus. Il y a que 12 étoiles. 2 12 12. Ah non, il n'y en a pas que deux là. Non mais bon, On c'est comprend. pas grave. Non, non, mais plus que ça quand même. Oh, mais il n'a pas été actualisé. Mais on est- Le fichier, il est toujours à 12. Ah bon? Ah bah il me semble qu'ils l'ont pas changé. Hein. Ah, je crois qu'ils l'ont pas changé. Hein. Ah bon? Mais Non, on est 27. on est 27. comme indiqué sur mon compte Twitter, je suis européen convaincu, mais je ne suis pas pro-européen. Quelle différence? Je ne suis pas européen de la façon dont on gère l'Europe actuellement. Peut-être c'est parce que je serais plutôt l'Europe des patries. C'est-à-dire, on a l'Europe, chacun fait sa mamaille. Je veux dire, chaque pays fait son. Je ne sais pas comment sortir ce mot-là. S'occupe de soi? C'est sa propre politique en fait. Sa propre politique. Parce D'accord. que là, les 3 quarts de la politique, c'est l'Europe qui décide. Ouais. Alors, ça sert à quoi d'avoir un président de la République puisque c'est l'Europe qui nous gouverne? Je me suis posé la question, personne ne peut me répondre. Ne serait-ce qu'au niveau, je prends un exemple tout simplement. Tout simple, en Allemagne, il y a des Länder. En France, on a des communes. On a une commune est égale à une église. Il y a 36 000 églises. En France, il y a 36 000 communes. Et on fait des communautés de communes parce qu'il paraît que ça coûte moins cher. Et ben moi, je peux prouver par A plus B que les communautés de communes, ça rapporte pas, ça coûte plus cher que ce que c'était avant, quoi. Et il n'y a plus de... On a perdu cette... comment dirais-je... On a perdu notre histoire, c'est notre histoire, l'histoire de la commune, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, vous êtes une commune déléguée de la commune. Alors, c'est très. C'est. Je sais pas. D'un point de vue administratif, en fait, tout est centralisé. En C'est fait, ça, c'est ça, c'est ça, du c'est coup, ça. Alors il y a des maires délégués, on ne sait pas à quoi ils servent. En fait, parce que il y a des maires délégués, il y a des conseils municipaux, ça fait une grande assemblée. Et ça, c'est l'Europe. Ça, c'est voulu par l'Europe. Et une Europe, moi j'aurais voulu une Europe telle que les pères de la construction de l'Europe la voulaient, c'était une Europe sociale et solidaire. C'était tout le monde au même niveau. C'est-à-dire tout le Donc, monde. tu as peur d'une Europe qui deviendrait une nation finalement, une seule nation. Ouais, c'est ça, D'accord. c'est ça. Pourtant, tu parlais d'une armée européenne tout à l'heure. Mais on peut faire plein de choses en accord. On a construit le TGV en accord avec
notre pays. On a construit des Airbus avec l'Angleterre et avec l'Allemagne. Une armée, c'est quand même autre chose. Ouais, Si chacun fait sa propre politique, on peut centraliser certaines choses sur l'Europe, mais garder notre authenticité à chaque pays. On est tous différents. Tous les pays qui sont dans l'Europe sont différents. On a tous nos cultures, on est même venus nous emmerder par rapport aux langues régionales. L'Europe ne veut pas de langue régionale. c'est dangereux pour le patrimoine culturel. Voilà. Et moi je pense que on devrait garder, je sais pas comment on appelle ça, un petit peu comme Asselineau, il est Souverainiste. voilà, on devrait être souverainiste. D'accord. Il y a des choses, pas pour tout, mais Et c'est pas compatible l'Europe d'aujourd'hui avec la souveraineté? Ne tel- serait-ce tel que- ne serait-ce qu'au niveau des lois que tu évoquais tout à l'heure. C'est peut-être un peu antinomique par rapport Ouais, à... c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait, plutôt qu'une nation européenne, il faudrait une Europe des nations. Voilà, une Europe des patries, oui, mais c'était une Europe des nations, c'est ce que je voulais dire en fait. Ouais. C'est ça. Une Europe des nations. C'est-à-dire que où on se concerte finalement sur des sujets primordiaux, mais où on garde quand même notre politique et notre souveraineté C'est ça. nationale. Toujours avec une présidence tournante. Oui, ou le système suisse, ils ont un président qui tourne. Ouais. C'est tous les partis politiques. Il y a même l'extrême droite en Suisse. Il n'y a jamais eu de problème. Je veux dire. Si eux ça marche, pourquoi nous ça marche pas? C'est pas la même culture comme tu dis. Non. Ouais, ils ont une Ça culture joue peut-être. ambiguë. Enfin, les Suisses ont une culture ambiguë aussi. Hein. On se tardera pas là-dessus. Très bien, eh ben, je vous propose de passer à la deuxième photo. Donc cette photo-là, donc je la montre à nos spectateurs. C'est la photo, en fait, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est un agriculteur en fait devant son tracteur dans un champ. Et on voulait vous montrer en fait cette photo-là parce que pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez un peu de la crise dans le milieu rural, mais plus précisément chez les agriculteurs qui subissent les crises continuelles de plein fouet, et qui malheureusement se suicident Oui. beaucoup, ont d'énormes difficultés financières et on va le dire ne sont pas très reconnus non plus par la population. J'ai pas mal d'amis agriculteurs de mon âge en Charente-Maritime qui ont été à l'école avec nous, on a fait plein de trucs ensemble. Et ils me parlent de leurs problèmes évidemment. Alors ça peut être céréalier, ça peut être vache à viande, et l'autre ça doit être viticulture. Et ils se sentent fonctionnaires de Bruxelles. On leur dit, il n'y a plus besoin de ça, vous mettez en jachère, on vous donne un chèque. Alors là actuellement il faut replanter des trucs pour faire de l'huile. Du colza. Du colza, il dit on replante. Et là, bon, ils ont un problème, la sécheresse. Alors la sécheresse, il y a des vaches. Les vaches, il n'y a rien à bouffer. Le maïs n'étant pas poussé correctement, ils viennent de terminer il y a 2 jours de faire de l'ensilage pour passer une partie de l'hiver. Mais ils ne passeront pas l'hiver. Et ça fait 40 ans qu'ils sont dans l'entreprise. Non, 30 ans qu'ils sont dans l'entreprise. Ils se posent la question de savoir s'ils ne vont pas pouvoir vendre la moitié de leur cheptel pour pouvoir passer l'année. Parce qu'une vache, on sait combien c'est, hein, c'est 100 litres d'eau. Alors on a des problèmes d'eau actuellement, on va en avoir encore plus parce que les nappes phréatiques sont au plus bas. Alors il y a déjà ça et il y a le foin. Le foin, le faire venir d'eau, et ça n'émeut personne. Personne ne bouge. Et l'hiver, c'est demain. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aider les agriculteurs à repenser les cultures. Pour donner à manger au bétail, c'est-à-dire les betteraves, la luzerne, le régras. Et peut-être voir à éviter de planter du maïs ou des choses qui sont grandes consommatrices d'eau. Des cultures qui ne seraient pas efficaces en fait. Ouais, c'est Qui ça. demanderaient trop de moyens pour pas beaucoup de résultats. C'est ça.
Et je reviens sur ce que tu as dit à propos des amis agriculteurs qui étaient entre guillemets dirigés par Bruxelles, c'est ça que Oui, tu c'est disais, ça. donc l'Union Européenne. Oui, c'est ça. Est-ce que, on parlait aussi de souveraineté, la France ne nous aurait pas retrouvé sa souveraineté sur le plan agricole? Ça risque d'être difficile parce qu'après, est-ce qu'on va être aussi compétitif au niveau international? Parce que bon, les trois quarts des choses qu'on fait en France ne restent pas en France, elles partent aussi à l'étranger. Voilà. C'est un problème? Oui, c'est un problème. Il faudrait plutôt... C'est un problème. Il y a un problème de désertification qui a un rapport avec ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la ruralité. Avant, dans une petite commune, il y avait 10 paysans, maintenant il y en a 2. Et, le problème de l'eau, il date des années 70. On a fait quelque chose de terrible en 1970, enfin 65-70, on a fait le remembrement. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui les retenues d'eau, les petites haies qui étaient. Il y avait plein de biodiversité dedans, c'est-à-dire des animaux, des insectes et tout ça. Et quand il y avait des grosses pluies, ça retenait l'eau et l'eau elle pouvait partir dans la terre et faire son cycle naturel, alors que là maintenant l'eau elle est libre, elle glisse, et ce qui provoque ces chères inondations, parce qu'il y a même des inondations dans les campagnes. Ce qu'il y a de bien par contre, c'est l'usage modéré des produits phytosanitaires, parce que j'habite un village où il y a une bonne partie des gens qui sont morts à cause de ça. D'accord. Parce qu'à l'époque, on utilise ça à outrance et sans savoir ce que ça allait donner par la suite. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il ne faudrait pas au niveau de l'alimentation du monde agricole, est-ce qu'il ne faudrait pas adopter un modèle comme celui de la Chine? C'est-à-dire que la Chine au niveau agricole, en fait, ils le produisent en priorité pour leur population, et l'excédent, en fait, ils le vendent à l'étranger. Alors, 2 poids 2 mesures. Ouais. Les fermes usines là-bas, c'est pas terrible. Oui, mais au point de vue... Moi, je suis peut-être le seul, mais je suis pour le bien-être animal. Ouais. Et quand je vois des usines qui sont dans un immeuble qui fait 10 étages Oui. de cochons, pour moi, c'est pas ça. D'accord. Déjà parce que ça va se ressentir au niveau du goût. Un cochon qui est élevé en liberté, il n'a pas le même goût qu'un cochon qui vit entre 4 barres de ferraille. Ils ne ressentent pas le stress de la même manière. Parce que je suis d'accord avec toi, ils pensent à leur population. Ils sont combien là-bas déjà? Plus d'1 million. Un milliard, oui. Mais Donc évidemment, puis une population qui a faim, c'est une population qui est susceptible de descendre dans la rue et de créer une guerre civile. oui. Et je veux dire, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où finalement nous, dû à la mondialisation, ça part un peu à l'étranger, ça revient, enfin... Ouais. C'est du coup, est-ce que ça, en termes de logique pure, est-ce que ça serait pas plus logique de nourrir la population française d'abord et ensuite de faire partir déjà les agriculteurs auraient peut-être un rôle plus considéré en fait dans notre pays en fait quelque part. Oui, peut-être, mais il faut se mettre autour de la table. Il faut changer. C'est encore c'est un sujet hyper explosif parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Les agriculteurs sont aussi acteurs de la biodiversité. Oui. Il faut trouver un consensus de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et que ces gens-là soient considérés. Quand on voit un marchand un éleveur de vaches, c'est un mec qui bosse 15 heures par jour, quoi. Je veux dire, 7 jours sur 7 quasiment. Les vacances, ils ne connaissent pas. Ouais. Alors, il y a tout à repenser. Et puis, si c'est vendu à minima, et quand ça arrive dans ton assiette, c'est cher. Parce qu'entre-temps, il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires qui sont bien remplis des poches. C'est pour ça que je parle de circuit court avec des épiceries, où on trouverait, il n'y aurait qu'un seul intermédiaire, c'est-à-dire l'agriculteur et l'épicier.
Entre-temps, il y a des abattoirs modernes maintenant, c'est des abattoirs mobiles où l'animal va être tué mais calme et détendu, où il n'y a pas de stress. Et puis ça se passe comme ça, après on découpe, après on vend et on a la canne qui est vachement bonne, quoi. Je veux dire, voilà. Est-ce qu'il faudrait peut-être justement encourager la population française, ou en tout cas encourager les gens autour de nous à préférer le local vraiment, plutôt que d'aller dans les gros supermarchés où finalement le produit fini arrive en bout de course et ce sont les intermédiaires qui ont été payés une partie du prix. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens il faudrait que vraiment que les gens commencent à s'habituer en fait à aller chez les producteurs eux-mêmes, quoi. Il faut que ça soit intéressant au niveau du porte-monnaie. Oui. Alors pourquoi pas baisser la TVA. Ouais. Mais est-ce que c'est compatible de baisser la TVA sur des produits locaux, sur des produits de circuit court, alors que le même produit qui vient de 800 km, est-ce qu'on a le droit de laisser la TVA normale? C'est ça le problème. Alors après, c'est les législateurs, c'est eux de décider. Et puis au gouvernement aussi, c'est eux de trouver la solution. Parce que nous, on a peut-être la solution. Mais après, il faut rester dans le cadre de la loi, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Si c'est pour se retrouver avec des tribunaux administratifs, non, j'ai pas le droit. Perdre du temps. Mais il faudrait pouvoir trouver une solution qui soit dans un cadre juridique acceptable, en fait. C'est ça. De toute façon, tout passe par là. À chaque fois que tu prends une décision, il faut y ait un cadre juridique. Et en ce qui concerne le mal-être tel qu'il est en fait chez les agriculteurs actuellement, est-ce que vous pensez qu'ils sont incompris de la population? Est-ce que vous pensez que... Oh non. Alors ça, c'est une légende urbaine, ça. Non. Pour s'en apercevoir, moi je vous conseille au mois de février d'aller au salon de l'agriculture. Oui. Voilà. Là c'est un truc extraordinaire. C'est des milliers de personnes qui viennent toucher la vache. Ils n'ont vu qu'en photo. C'est un truc. C'est le paradoxe. C'est pour ça que faut pas dire que la population française n'aime pas ses paysans. Non, mais je me permets de poser la question parce qu'il y a forcément des gens qui vont se demander, en fait, qui vont se poser la question. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, entre guillemets, aussi pour que le bien-être en fait, des agriculteurs soit là, parce que... Moi, je pense qu'il doit y avoir... la préfecture pourrait prendre ça en place. C'est-à-dire un suivi avec une boîte de conseil payée par l'État, parce que c'est pas eux de mettre la main à la poche, en disant, tiens, un petit peu comme quand tu as une entreprise, tu vas voir ton comptable et puis il te dit, attends, oh là là, il y a des mollos, là, il faut faire ça, et puis comme ça, tu pars sur une base, et puis après, tu essaies de remonter. Et là, les seules personnes qui ont donné des conseils aux agriculteurs à une époque, alors maintenant je ne sais plus si c'est comme ça, c'est les banques. Alors, le crédit agricole en particulier, qui les a bien en leur proposant des trucs, parce que moi quand je vois le prix du tracteur où je suis monté dernièrement, 230 000 €, quoi. Quand tu es un petit paysan de base, tu payes un truc 230 000 €, Oui. avec le truc satellite, la clim, il se conduit tout seul parce que tu as rentré la topographie du terrain, il va te calculer le nombre de graines dedans, alors tu es assis comme ça et tu laisses faire. Oh, c'est génial. Mais ça coûte excessivement cher. Qui dit coût, dit obligatoirement derrière rentabilité. C'est ça. Oui. Non mais c'est ça le truc. Donc je vous propose de passer à la troisième et dernière photo. Donc cette photo-là, c'est la photo en fait des gilets jaunes. On voit un drapeau français au-dessus, mais c'est surtout la photo des gilets jaunes. On voit des gilets jaunes en fait dessus. Et qu'est-ce que vous a inspiré ce mouvement qui a débuté
en 2018? Alors au début, j'aimais beaucoup. Un petit peu moins après, parce que j'estime que la violence ne résout aucun problème, surtout il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas de chef. Un mouvement doit avoir un chef. Là, tout le monde était chef. C'est l'anarchie. C'était l'anarchie. Et donc, par contre, c'est un mouvement qui s'est formé spontanément. Et pour la première fois dans l'histoire de France, c'est un mouvement qui a réussi à fédérer des gens de chez Lassalle, des gens de chez SNO, des gens de la LFI, et des gens du Rassemblement National. Oui. C'est du jamais vu. Ils marchaient côte à côte. Je sais bien que les exemples se rejoignent. C'est un cercle. Hein? C'est un cercle. Oui, c'est un cercle. Voilà. Bon, ceci dit, ça prouve encore le mot qu'on a parlé régulièrement dans le cadre de cette interview, c'est-à-dire la fracture. Il y a, une fracture, c'est dans toute la France. Et ça, c'est une fracture de l'homme par rapport à ce qu'il croit pas bon pour lui. Je veux dire, un type, les trois quarts habitent en périurbain ou en rural, en milieu rural, et donc ils sont obligés d'avoir, parce que tout est parti de l'augmentation de l'essence, ils sont obligés d'avoir une voiture. Le coût de l'essence, sauf que, entre guillemets, quand l'essence était à 2 €, personne n'est descendu dans la rue, alors qu'à l'époque il était à 1,54 €. Et comment ça s'est fait, tu sais ou pas comment ça Non. s'est fait? Pas d'idée. Non, c'est la saturation. Les gens ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien à faire. Donc fatigué de militer Oui, c'est ça, oui. pour pas obtenir C'est un ça. résultat. Mais enfin bon, on a entendu les journalistes, on a entendu les politiques, on dit oh, c'est scandaleux, ils ont tout cassé, c'est scandaleux. Je veux dire, moi j'ai jamais vu une révolution qui s'est passée gentiment, quoi. On fait pas une révolution avec des pétales de rose. Ouais, c'est ça. Parce que 1789, il y a eu des morts quand même. Enfin, 68, n'en parlons pas. Sous les pavés, la plage. C'est bon, quoi, je veux dire. Une révolution, ça fait des dégâts, obligatoirement. Quelle que soit la forme de la révolution. J'aurais aimé que ça perdure s'il y avait eu des chefs, mais quand je vois les chefs, où sont rendus les chefs, ça fait un petit peu peur. Que ce soit un petit peu plus structuré, quoi. Voilà, c'est ça. À partir du moment où tout est bon, leur idée était, moi je validais ça à 100%. Le simple fait qu'on prenne en tenaille une population, ça me plaisait moins. C'est-à-dire, à Angers par exemple, ils avaient fermé toutes les entrées d'Angers. Il y en a, s'ils ne se présentent pas chez leur patron, ils ne sont pas payés. C'est clair. Ouais. Alors, les politiques qui sont actuellement au pouvoir et qui étaient à l'époque ont laissé faire parce que c'est vieux comme Crésus, c'est diviser pour mieux régner. Obligatoirement, ils savaient très bien que ça allait se passer, qu'il y allait avoir population contre population et qu'eux, ils récupéraient le jackpot. Et ce qu'il n'y a pas eu aussi, on en revient un petit peu à une question qu'on a eue tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'en revient pas aussi au pouvoir des médias qui peuvent faire et défaire en fait un groupe et donner une image plus ou moins tronquée en fait de... On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème c'est que les grands groupes de presse sont commandités par des milliardaires. Ils sont corrompus? Non, commandités. C'est des patrons, c'est des milliardaires. Les milliardaires, ils sont proches de Macron, ils ne vont pas faire le contraire de ce que Macron leur dit. Donc, ça a été le cas de BFM. Ça a été le cas de BFM. Ils ont joué les journalistes ont joué le rôle du patron et il fallait dire du mal des gilets jaunes et puis après ils se faisaient agresser les journalistes, c'est normal. Et est-ce qu'un un bon journaliste, ça doit être impartial. Ça doit avoir ses idées, parce que c'est un être humain, mais ça doit être impartial. Un journaliste, c'est pour donner du journalisme. L'information? Hein? De l'information? De l'information. C'est pour informer un journaliste. Après, Maillard, je ne sais pas, tu connais, c'est Angers, peut-être un jeune, Nicolas Maillard. Il vient juste de finir son école de journaliste. Et lui, on sait qu'il est d'extrême gauche. Je lui ai dit, je t'aime bien, mais voilà. Le feu aussi, non? Non, le petit, je retrouverai les coordonnées, je te les renvoie. Et est-ce que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas créé un précédent qui
s'est traduit un peu avec, d'une certaine manière, une certaine branche avec les antipasses sanitaires ensuite. Est-ce que ça n'a pas évolué finalement, même si le sujet n'est pas le même? Si, obligatoirement, si. Ouais. Si, obligatoirement. Les anti-tout, c'est ça. Et on n'évolue pas comme ça. Certains, je ne veux pas tous les mettre dans le même panier, mais certains c'était proche de Canon, quoi. Ah oui. Ah oui, non mais voilà. Oui, ah oui, La terre est plate. Oui. C'est vrai que. Et là maintenant c'est la variole du singe, quoi. Les théoristes du complot m'emmerdent, hein, franchement, ils m'emmerdent. Quoi. Je dis factuel, je dis vrai, je dis. Voilà. Oui. Pour en revenir justement spécifiquement aux Gilets jaunes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2022, le mouvement pourra renaître dans les mêmes ampleurs, voire même plus que ceux de 2018? Ah non, ils sont tous politisés maintenant. Ouais. Les 3/4 sont chez les filles. C'est pas ce qu'on disait au début. Au début du mouvement des Gilets jaunes, on assimilait plutôt, enfin, les médias assimilaient plutôt ce mouvement à l'extrême droite. Oui, Maintenant, c'est plutôt extrême gauche. Oui, mais nous, Suivant l'ennemi politique à combattre, quoi. Oui, nous on en a chez nous. Voilà. Oui, D'accord. Non, mais ils n'ont pas voulu aller chez les autres parce que Jacqueline Gouraud, elle est passée chez Renaissance. D'accord. Ah oui, une gilet jaune, j'avais entendu parler de cette histoire. Oui. Voilà quoi, je veux dire. Ouais, c'est... Instrumentalisé. Oui, c'est ça. Instrumentalisé. Instrumentalisé, oui, c'est ça. C'est. Et Parce que maintenant, tu vois le pouvoir d'Internet quand même. Tu fais une vidéo sur YouTube, tu as une chaîne YouTube, tu fais une vidéo sur YouTube où tu présentes un sujet actuel, tu vas devenir une star de la radio. Je prends une star de la télé, pardon. Je prends le cas à l'Assemblée nationale, quand le jeune qui a 21 ans, je trouve insolent, mais bon, ça engage que moi. Louis Boyard Ouais, qui refuse de serrer la main. Alors, oui. Moi, Et alors maintenant, par ce geste, il est invité tous les 4 matins dans les trucs. C'est vrai. Parce qu'il a une grande gueule et voilà, ils aiment ça. Et voilà, ils font le buzz, le buzz là-dessus. C'est ça. Complètement, ouais. Et c'est vrai que ce mouvement des Gilets jaunes, est-ce que finalement, c'est resté une promesse non tenue? C'est-à-dire que, encore une fois, c'était principalement pour le pouvoir d'achat, mais il y avait une volonté de rassembler quelque part. Actuellement, il y a des règles qui sortent pour apaiser les tensions, comme l'essence qui va encore rebaisser avec Total qui va baisser de 30 centimes, c'est justement pour pas que ça se reproduise. Parce que la fois dernière, c'était attention, mais la fois prochaine, ce ne sera pas attention. Parce que l'administration, les policiers ne se feront pas taper sur la gueule gratuitement. Quoi. Et ils baisseront leurs armes, comme ça s'est passé dans certains pays. Ça, c'est sûr. Et là, ça risque d'être le roi à la tête. Oui. Ah oui, non, si les policiers se mettent à... C'est bon, il faut savoir que moi j'ai un ami qui bosse à l'Élysée en tant que militaire, et il m'a dit le jour où c'est arrivé, il y avait l'hélicoptère qui était là, qui commençait à tourner. Oui. C'était à 200 mètres de l'Élysée, les Gilets jaunes. Ouais. Un jour, je crois que le président et sa compagnie s'étaient réfugiés dans le bunker Jupiter, bunker sous l'Élysée. Oui, tout était prévu. Non mais je sais pas qui c'est le mec qui fait la communication avec lui, mais c'est un mauvais. Parce que bien souvent quand tu es président de la République, si tu reconnais tes erreurs et tu évites de la refaire, les gens ils oublient. Parce que tu sais que le temps de la durée d'une mémoire, c'est 9 mois, c'est le temps d'une grossesse. Je trouve que Emmanuel Macron ne reconnaît pas ses erreurs. Non, mais j'ai jamais reconnu ses erreurs. On peut faire des erreurs dans la vie, c'est comme ça qu'on avance. Oui. Est-ce que c'est pas un problème spécifique à Emmanuel Macron, plutôt qui a tendance un peu à se prendre pour Jupiter, justement, et il a un but de sa personne, c'est sûr. Est-ce que c'est pas spécifiquement à ça, est-ce que c'est pas plus fort que lui de vouloir absolument avoir raison et les pros, entre guillemets, les gens qui doivent considérer que les Gilets jaunes un peu comme des prolos, c'est de la communication. Un culte, c'est de la communication. Voilà. Quand il dit, il choisit le moment avec le soleil qui... si tu veux du travail, traverse la route.
Des gens qui ne sont rien aussi. Ouais, bah, il y avait Hollande aussi, les dents. Oui. Merci pour ceux qui ont des problèmes de dents. 4500 €, là, ça va. Non, mais voilà. C'est de la communication. C'est, tu électrises quelque chose. Et les écrans de fumée en politique, c'est quand tu as envie de faire passer, à un moment, ils n'arrêtaient pas de faire passer des lois. Quand il y avait des lois qui faisaient grincer énormément les dents, eh bien, on créait un problème ailleurs, tout le monde regardait ailleurs et on faisait on faisait passer la loi. Ça, c'est de la politique. La politique et la communication. Enfin, c'est mon point de vue. Oui, non, mais bien sûr, non, mais ça. C'est ce qui nous intéresse. Ça, exactement. C'est d'avoir ton point de vue. C'est ça. Je ne serai jamais un grand politique parce que c'est prouvé par A plus B qu'en France, quand tu es honnête avec les gens, quand tu proposes quelque chose, un projet de vie, tu passeras jamais. Est-ce que tu étais honnête durant ces entretiens? Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Non, je suis vidé là. T'es vidé? Ah oui, complètement. Ah, D'accord. non. Bah, je pense que c'est une bonne phrase pour conclure Ouais, je pense cette aussi. interview. On remercie tout le monde qui a participé à la mise en place de cette interview, notamment Quentin qui a été notre assistant caméra, son et positionnement. Tiens, Voilà. coucou. Jérôme qui a accepté, Quentin qui a également accepté l'aide que je lui ai demandé. Jérôme qui a accepté l'aide que je lui ai demandé pour dégrossir cette interview et pour y participer avec moi. Et aussi et surtout Miguel Lys qui a été présent et qui a été honnête d'après lui. Ah oui. Oui. Voilà. Ouais, super. Bah, écoute, moi je suis heureux d'avoir pu t'aider et participer à cette interview en compagnie de Miguel et de Quentin. Ça me fait plaisir. C'est une première pour moi aussi. Ah, mais merci à moi aussi, ça me fait énormément plaisir de faire avancer le débat. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Et puis à une prochaine. À très bientôt, Miguel. Avec grand plaisir.